Un soir, la pluie tombait à torrents sur le campus de l'Académie des Roses, une école prestigieuse réservée aux filles. Parmi les élèves, il y avait une jeune fille nommée Amaya. Sous la pluie battante, elle fut attaquée par une bande de brutes qui l'assommèrent avant de prendre la fuite. Alors qu'elle était encore allongée au sol, trempée et blessée, un autre élève la remarqua et alerta immédiatement les responsables de l'école. Les agresseurs furent interrogés par la police, mais ils ne montrèrent aucun remords. Ils allèrent jusqu'à nier toute implication dans cette attaque. 2 semaines auparavant, Amaya était montée dans le bus scolaire en compagnie de sa meilleure amie, Lila. Derrière elle, assise sur la dernière rangée, se trouvaient 2 des filles les plus populaires de l'école, Célina et Naomi. Célina, la meneuse du groupe, inspirait la crainte à tout le monde. Son père, un homme influent, avait un pouvoir considérable sur la direction de l'école, ce qui faisait qu'elle échappait constamment aux conséquences de ses actes. Ce jour-là, dans le bus, Célina avait insulté Amaya en la traitant de rat de bibliothèque et s'était moquée de son apparence. Amaya préféra ignorer ces moqueries et continua de discuter avec Lila. Ce que personne ne savait, c'est que Célina avait un petit ami secret, une relation que ses parents désapprouvaient. Pour se rendre discrètement à leur rendez-vous, elle avait renversé du jus sur Lila avant de quitter furtivement le bus scolaire. Amaya l'avait aperçue s'échapper, mais n'y avait pas prêté grande attention. Lila, quant à elle, tenta de nettoyer la tache sur sa chemise sans succès. Arrivée à l'école, Lila était toujours agacée par cet incident. Ce n'était pas la première fois qu'elle et Amaya subissaient les brimades de Célina et de ses 2 complices, Naomi et Zara. Ces 3-là étaient bien connues pour semer le trouble partout où elles allaient. Pendant ce temps, Célina, qui devait rencontrer son petit ami en ville, se changea dans des toilettes publiques, troquant son uniforme contre une tenue plus provocante. C'était leur première rencontre en personne, après 3 mois de discussions en ligne sur Instagram. Célina se rendit au café où ils avaient prévu de se retrouver et fut ravie de le voir enfin arriver. Mais alors qu'ils commençaient à discuter, une certaine nervosité s'empara d'elle à l'idée d'être reconnue par quelqu'un. Pendant ce temps, à l'Académie des Roses, le directeur, M. Lambert, présentait une nouvelle élève à la classe, une jeune fille nommée Inès. Inès se distinguait par son style unique et son attitude décontractée, ce qui ne manqua pas d'impressionner ses camarades. Plus tard dans l'après-midi, alors que les élèves devaient être raccompagnés chez elle par le bus scolaire, Célina revint discrètement et raconta tout son rendez-vous à Naomi. Elles ignoraient que Lila, curieuse, écoutait leur conversation en cachette. Elle découvrit ainsi que Célina prévoyait de s'éclipser une nouvelle fois. Ce soir-là, Amaya dînait avec sa famille. Son père, un homme jovial, et sa mère, plus stricte, l'aimaient profondément, tout comme son petit frère. Le lendemain, pendant leur cours de sport, les filles jouaient au basket. Amaya et Célina se retrouvaient dans la même équipe, mais Célina refusait obstinément de lui passer le ballon. Lorsqu'un professeur lui ordonna de jouer en équipe, Célina jeta violemment le ballon sur Amaya. Le professeur la réprimanda, mais cela n'empêcha pas Célina de continuer à se moquer d'Amaya, et elle put quand même participer au match sans subir de sanctions. Plus tard, dans les vestiaires, Célina remarqua qu'Amaya la regardait et en profita pour lui tomber dessus, l'accusant à tort de l'avoir touchée de manière inappropriée. Inès, qui avait assisté à la scène, savait que Célina mentait, mais resta silencieuse. Célina réussit à manipuler tout le monde, faisant passer Amaya pour une coupable. Les autres élèves la traitèrent de monstre, la faisant pleurer pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Après cet incident, Amaya, désespérée de se défendre, chercha une occasion de se venger. Cette occasion se présenta lorsqu'elle apprit par Lila que Célina planifiait de s'enfuir à nouveau de l'école. Amaya alla immédiatement informer le directeur de ce plan. Célina fut convoquée dans le bureau de M. Lambert et confrontée à son comportement. Bien que tout autre élève aurait été renvoyé pour un tel acte, Célina s'en tira une fois de plus avec un simple avertissement, protégée par l'influence de son père. Même M. Lambert, le professeur de sport et d'éducation, fut surpris que Célina n'ait pas été sanctionnée. La seule explication de la directrice était qu'elle ne voulait pas risquer de contrarier le père de Célina, un homme influent.
Les brutes de l'école étaient bien conscientes que quelqu'un avait dénoncé Célina à la direction. Elles décidèrent donc de menacer le concierge pour qu'il découvre qui était à l'origine de cette dénonciation, sinon il risquait de perdre son emploi. Célina, avec SS complices Naomi et Zara, étaient prêtes à donner une leçon à celui ou celle qui avait osé la dénoncer. Leur rage montait de plus en plus, et à la fin de la journée, elles apprirent que c'était Amaya. Furieuses de son audace, elles l'appelèrent à l'arrière de l'école, sous la pluie battante, et la tabassèrent sans pitié. La pauvre Amaya ne pouvait que crier à l'aide, impuissante face à leur violence. Célina finit par la frapper violemment à la tête contre le béton, la laissant inconsciente. Puis, les 3 filles s'enfuirent avant que quiconque ne puisse intervenir. Quelques minutes plus tard, Inès découvrit Amaya allongée au sol et informa aussitôt les responsables de l'école. La police fut appelée et les brutes furent interrogées. Avec arrogance, elles nièrent toute implication et allèrent même jusqu'à se moquer d'Amaya pour ne pas avoir su se défendre. Pendant ce temps, Inès était en larmes. Elle avait assisté à l'agression, mais n'avait pas eu le courage d'intervenir. Voyant les brutes se moquer ouvertement de la situation, Inès confronta Naomi, mais celle-ci la menaça en utilisant l'influence du père de Célina. Si Inès parlait à qui que ce soit, elle risquait d'être expulsée de l'école. Ainsi, quand les policiers interrogèrent Inès pour savoir si elle connaissait les coupables, elle choisit de garder le silence. Quelques jours plus tard, quand Amaya se réveilla, une assemblée fut organisée pour tenter de découvrir ce qui s'était passé. On demanda à Amaya de parler, mais elle était tellement terrifiée qu'elle prétendit ne plus se souvenir des détails de l'attaque. Le directeur, M. Lambert, sembla soulagé que Célina ne soit pas impliquée dans les ennuis. Les policiers donnèrent alors une chance à quiconque de se confesser. Étonnamment, Célina saisit cette opportunité pour affirmer qu'elle avait effectivement poussé Amaya, mais prétendit l'avoir fait en état de légitime défense, affirmant qu'Amaya l'avait touchée de manière inappropriée. Les autres filles soutinrent son histoire, et personne ne crut Amaya lorsqu'elle tenta de se défendre. Funke, bien que désolée pour Amaya, resta silencieuse, incapable de confronter les brutes. Finalement, l'administration crut que c'était Amaya la fautive, et elle fut suspendue pour 2 semaines pour avoir prétendument agressé Célina. Célina, quant à elle, s'en sortit avec un simple avertissement. Même la mère d'Amaya, influencée par les mensonges de Célina, commença à douter de sa propre fille. Le monde d'Amaya s'effondra. Elle se sentait trahie et au plus bas. Sa tristesse se transforma rapidement en frustration et en colère. Les choses s'aggravèrent lorsque son amie Lila cessa de répondre à ses messages, rompant tout contact avec elle. 2 semaines plus tard, Célina et son groupe arrivèrent à l'école, sûrs d'elle, n'ayant aucune crainte qu'Amaya puisse les dénoncer. Même si elle parlait, personne ne la croirait. Le même jour, une annonce fut faite à l'école concernant le recrutement de l'équipe nationale de football. Seules 2 filles seraient sélectionnées. Fatima, une autre membre du groupe, espérait être choisie, mais Célina et Naomi l'ignorèrent totalement, affirmant que personne ne pouvait rivaliser avec elle. Cet incident créa une fissure dans leur amitié. Plus tard dans la semaine, Amaya revint à l'école et croisa Lila. Elle confronta son amie, lui demandant pourquoi elle ne l'avait pas soutenue pendant sa suspension. Lila lui répondit qu'elle croyait à l'histoire de Célina, puisqu'elle n'avait pas été présente dans les vestiaires le jour de l'agression. Amaya, profondément blessée par la trahison de son amie, entra en classe, mais les brutes continuèrent de se moquer d'elle. Elle se précipita aux toilettes, son esprit bouillonnant de colère. C'est là qu'elle élabora son premier plan pour se venger de Célina et de son groupe. Elle déclencha l'alarme incendie, forçant tout le monde à sortir du bâtiment. Profitant du chaos, elle retourna en classe et vola le téléphone de Célina. En fouillant dans ses messages et fichiers, Amaya trouva un enregistrement audio des 3 filles insultant M. Lambert dans la salle d'annonce de l'école. Sans perdre de temps, Amaya se rendit à la salle de diffusion et brancha l'audio au système de son de l'école, permettant à tous d'entendre les propos des 3 filles. L'école entière écouta, choquée, tandis que les insultes de Célina et de son groupe résonnaient dans les haut-parleurs. Après cet incident,
les 3 filles furent convoquées au bureau de M. Lambert. Cette fois, leurs tentatives de jouer les victimes échouèrent. Le directeur les punit en les assignant à des tâches de nettoyage pendant toute une journée, et elles furent interdites de participer à toutes les activités sportives de l'école. Cela signifiait que Célina et ses amis n'auraient plus l'opportunité de rejoindre l'équipe nationale de football. À contre-cœur, elles acceptèrent de faire ce qu'on leur ordonnait. En uniforme de concierge, elles nettoyaient l'enceinte de l'école, tandis que les autres élèves se moquaient d'elles. Assise sur un banc à l'écart, Amaya observait la scène, satisfaite que son plan ait parfaitement fonctionné. Quelques minutes plus tard, Inès s'approcha d'elle et déclara savoir qui était derrière cette farce. Amaya se figea, puis nia immédiatement toute implication, mais Inès n'était pas convaincue. Elle rassura Amaya en lui promettant de garder le secret, mais lui conseilla aussi d'être très prudente à l'avenir. Les 2 filles commencèrent à discuter davantage, et Inès révéla à Amaya pourquoi elle avait été expulsée de son ancienne école. Elle avait piraté la base de données de l'école pour voler des questions d'examen de mi-session. Plus tard dans la journée, toutes les élèves furent convoquées à l'auditorium pour assister à un programme de sensibilisation contre l'intimidation. Lorsque l'animateur demanda un volontaire pour jouer le rôle de la victime, M. Lambert désigna Célina, à son grand désarroi. Ensuite, le présentateur chercha quelqu'un pour incarner l'intimidateur. Tandis que la plupart des filles hésitaient à s'en prendre à Célina, même dans un simple jeu de rôle, Inès leva la main avec audace, surprenant toute l'assemblée. Inès joua son rôle à merveille, lançant des répliques incisives et humiliantes à Célina, qui tenta de répliquer mais ne put rien faire sous le regard des professeurs. À la fin de la scène, tout le monde se moqua de Célina, la traitant de mauvaise perdante. Humiliée et furieuse, Célina ressentit une haine grandissante envers Inès pour l'avoir ridiculisée. Après la séance, Célina demanda au directeur la permission de participer aux sélections de football, malgré leur punition. Contre l'avis de M. Lambert, elles obtinrent l'autorisation. Pendant un cours supplémentaire, Inès expliqua à Amaya qu'elle aurait dû obtenir son diplôme l'année précédente, mais que son expulsion avait bouleversé les plans de sa famille, notamment en causant beaucoup de problèmes à sa mère. Elle ne voulait donc pas être mêlée à un autre scandale, et c'est pour cela qu'elle n'avait pas témoigné après avoir vu Célina et ses amis agresser Amaya. Amaya comprit la position d'Inès et lui pardonna. Le lendemain, lors des sélections de l'équipe de football, Célina et ses acolytes participèrent également, à l'exception de Fatima, qui préféra rester en retrait. Amaya se retrouva face à Célina sur le terrain. Elle frappa le ballon avec force, mais celui-ci atterrit directement sur la tête de Célina. Furieuse, Célina tenta de la frapper en retour, mais elle fut immédiatement stoppée par l'enseignant coordonnateur. Après l'entraînement, Naomi révéla à Célina qu'elle avait aperçu Inès les observer discrètement pendant qu'elle battait Amaya. Elle ne l'avait pas mentionné plus tôt car elle pensait qu'Inès ne trahirait jamais Célina. Cela sema le doute dans leur esprit et les filles commencèrent à soupçonner Inès d'être derrière la diffusion des notes vocales. Après les cours, elles décidèrent de s'en prendre à la petite sœur d'Inès pour se venger. Lorsqu'Inès tenta d'intervenir, elles la menacèrent de rester à l'écart, si elle voulait que sa sœur ne soit pas blessée. Inès, terrifiée par ces menaces, comprit qu'elle ne pouvait plus affronter les brutes seule. Elle décida alors d'aider Amaya à élaborer un nouveau plan. Elle se rendit chez Amaya ce soir-là et lui offrit son aide. Bien qu'Amaya fût méfiante au départ, elle finit par lui exposer son plan de vengeance contre les intimidatrices et contre l'administration corrompue. Elles décidèrent de cibler Fatima en premier, sachant qu'elle était la plus vulnérable du groupe. Le lendemain, à la cafétéria, Amaya aperçut son ancienne amie Lila avec le groupe des brutes. Elle faisait participer Lila à une compétition ridicule où elle devait rivaliser avec une autre fille pour voir qui pouvait manger le plus rapidement. Tandis que les autres filles se moquaient ouvertement d'elle, Lila, naïvement, croyait qu'elle riait avec elle. Après la compétition, Amaya tenta de lui ouvrir les yeux, mais Lila refusa de l'écouter, persuadée que tout cela n'était qu'un jeu amusant. Plus tard dans la soirée, l'école organisait un festival caritatif auquel des garçons d'autres écoles étaient également invités. Dès la fin des cours,
Toutes les filles se précipitèrent vers les toilettes pour se préparer. La pièce était bondée, certaines se coiffant, d'autres se maquillant, tandis qu'Amaya se concentrait sur la mise en œuvre de son plan. Elle reçut également un message de Yomi, son voisin et ami. Yomi lui écrivait pour lui faire savoir qu'il serait présent au festival. Ces derniers temps, Amaya avait été tellement préoccupée par ses problèmes avec les brutes qu'elle avait à peine eu le temps de lui parler. Pendant ce temps, Célina et Naomi étaient toutes excitées à l'idée de voir leurs petits amis lors de l'événement. Célina prit une photo d'elle avec la bretelle de son soutien-gorge visible et l'envoya à son petit ami. Fatima, plus réservée et conservatrice que ses deux amies, fut choquée par ce geste. Elle leur rappela qu'ils pourraient partager cette photo avec d'autres, mais Célina et Naomi se moquèrent d'elle, la traitant de prude, en riant. Malgré les rires, Fatima sentit que ses amis ne la prenaient pas vraiment au sérieux et se demandait si elle n'était pas en train de perdre leur estime. « Leïla, » commença Othman, la voix ferme, « je t'ai trouvé un mari. » Le cœur de Leïla s'arrêta un instant. « Un mari ? Mais papa !»« Ça suffit, » l'interrompit-il sèchement. « Tu épouseras Idriss, le fils de l'honorable Damani. Il est riche, et ce mariage apportera une grande prospérité à cette famille. » Les yeux de Leïla s'agrandirent sous le choc. « Mais papa, je ne le connais même pas. Et vous parlez du fils de l'honorable Damani, qui, oui, celui qui est infirme, » termina froidement Othman. « Et tu l'épouseras. »« Ce n'est pas une demande, Leïla, c'est un ordre. Nous avons besoin de cet argent, et tu es notre seule chance. » Des larmes montèrent aux yeux de Leïla. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Son père, cet homme qui l'avait toujours méprisée, tentait maintenant de la marier à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Tout ça pour l'argent. « Mais papa, » tenta de protester Leïla, « ce n'est pas juste. Je ne connais même pas Idriss. »« Tu feras ce qu'on te dit, » tonna Othman, la voix pleine de colère. « Tu penses vraiment avoir le choix ? Tu devrais te montrer reconnaissante. Je t'offre une porte de sortie. Pense à la richesse, aux opportunités. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien, » lança Othman. Leïla, une jeune femme de 22 ans, était assise au bord de son lit, ses doigts agrippant la couverture usée. La pluie battait contre le toit de leur maison à Rabat. Elle pouvait entendre les rires étouffés de sa belle-mère dans le salon, bavardant joyeusement avec Amira. 6 éclats de rire lui rappelaient tout ce qui lui manquait, la chaleur, l'amour, un foyer. Son cœur se serra en pensant à sa mère. Leïla ne l'avait jamais connue. Pourtant, la culpabilité de sa mort la suivait comme une ombre. Son père, Othman, un homme d'affaires influent, s'était assuré qu'elle ne l'oublie jamais. Il était un homme brisé par la douleur, un homme qui voyait dans la mort de sa femme une conséquence directe de la naissance de Leïla. Chaque mot, chaque regard qu'il lui adressait était imprégné de ressentiment. « J'aurais préféré que ce soit toi à sa place », lui avait-il lancé un jour, froid et distant. Cette phrase résonnait encore et encore dans sa tête. Leïla n'était pas stupide. Elle savait que son père aimait Amira plus qu'elle. Amira, sa précieuse fille, née de Yasmina, la belle-mère de Leïla. Yasmina, cette femme qui n'avait jamais caché son mépris, celle qui rendait chaque instant dans cette maison insupportable. « Leïla, viens ici !» La voix stridente de Yasmina fusa à travers la pièce comme un coup de fouet. Leïla se leva rapidement, s'essuyant les mains sur sa jupe élimée avant de se diriger vers le salon. Elle trouva Yasmina confortablement installée sur le canapé, tandis qu'Amira était absorbée par l'application d'un vernis rouge vif sur ses ongles. « Pourquoi cette maison est-elle toujours aussi sale ?» ricana Yasmina, désignant un grain de poussière imaginaire sur le tapis usé du salon. « Tu veux vraiment que nous vivions comme des clochards ? Tu n'es même pas capable de faire correctement les tâches les plus simples. »« Je suis désolée, maman, » murmura Leïla, la voix à peine audible. « Tu es toujours désolée. »« Désolée de ne pas pouvoir tenir la maison propre, hein ?» se moqua Amira, sans même lever les yeux de ses ongles parfaitement manucurés. Leïla avala difficilement, ses yeux brûlants, mais elle retint les larmes. «
pleurer ne ferait qu'empirer les choses. Elle l'avait appris très tôt. Il ne s'agissait pas seulement des corvées. C'était la manière dont Yasmina la traitait comme une domestique, tandis qu'Amira était choyée, entourée de toutes sortes de privilèges. Amira portait des vêtements neufs, des chaussures à la mode et obtenait tout ce qu'elle désirait sans même le demander. Leïla, elle, se contentait du strict nécessaire. Des vêtements usés, des restes de repas et un constant rappel qu'elle n'avait pas sa place dans cette maison. La seule chose que Leïla possédait réellement, c'était son rêve. Elle aspirait à échapper à cette vie, à devenir quelqu'un d'important. Elle voulait devenir avocate pour défendre les opprimés, ceux qui, comme elle, n'avaient pas de voix. Mais ce rêve semblait désormais aussi lointain que les étoiles. Son père, Othman, avait catégoriquement refusé de financer ses études au-delà du lycée, prétendant que c'était une perte d'argent. « Tu ferais mieux de trouver un mari et de t'installer. »« C'est tout ce à quoi les filles comme toi sont bonnes », avait-il déclaré sèchement, un soir où Leïla avait trouvé le courage de lui demander de l'aide pour payer ses frais de scolarité. Assise dans un coin de la pièce, elle repliait méthodiquement ses vêtements usés en une pile soignée. Les éclats de voix d'Amira résonnaient à travers la maison, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'était particulièrement irritant. Amira, bien sûr, était en plein dans son activité préférée, se pavaner. « Regarde ce sac à main, Leïla », dit Amira en faisant un tour de la pièce, un sourire suffisant illuminant son visage. « Il vient de Paris, tu sais. Papa l'a fait commander spécialement pour moi. Est-ce que tu sais au moins de quel designer il s'agit ?» Leïla ne prit même pas la peine de lever les yeux. Elle savait exactement où cette conversation allait mener. Amira aimait rappeler à Leïla tout ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Chaque mot n'était une piqûre, un rappel de son infériorité aux yeux de cette famille. Mais Leïla ne réagit pas. Elle avait appris à endurer, à s'enfermer dans ses pensées, là où personne ne pouvait la toucher. Elle rêvait encore de cette vie qu'elle construirait loin de cette maison étouffante, où elle serait enfin libre de choisir son propre destin. Mais le rêve s'éloignait de plus en plus, comme un mirage au milieu du désert. Othman avait d'autres projets pour elle, et chaque jour, la possibilité de s'enfuir s'amenuisait. Soudain, la porte d'entrée claqua. Othman entra dans la maison, son regard sévère balayant la pièce. « Leïla, viens ici !» ordonna-t-il d'une voix rauque. Leïla obéit immédiatement, son cœur battant la chamade. Elle s'approcha de lui, son estomac se tordant de peur. « Demain, tu vas rencontrer la famille d'Amani, » déclara-t-il sans détour. « Le mariage sera arrangé rapidement. Prépare-toi. » Leïla sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout son être se figea sous le choc. « N'est-ce pas magnifique ?» continua Amira en se pavanant avec son sac de designer accroché à son bras. « Je doute que tu aies jamais quelque chose d'aussi beau. Mais c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être aussi chanceux que moi. » Leïla serra les poings mais resta silencieuse. Elle avait appris depuis longtemps que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Amira adorait la voir se tordre, savourait chaque moment où elle parvenait à piquer ses insécurités. « Et ce collier » ajouta Amira en se penchant plus près, « c'est de l'or pur. Papa m'a dit qu'il valait plus que tout ce que tu posséderas dans toute ta vie. » Elle rit doucement, jetant ses longs cheveux par-dessus son épaule. « Je suppose que c'est comme ça que les choses se passent, n'est-ce pas ?» Leïla sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle l'avala. Les paroles d'Amira, aussi cruelles soient-elles, n'étaient pas nouvelles. Elle avait grandi en voyant son père idolâtrer Amira, la couvrant de cadeaux luxueux, tandis que Leïla n'obtenait que des regards indifférents et des mots durs. « Oh, et ai-je mentionné mes nouvelles chaussures ?» Amira désigna ses talons hauts, élégants et de marque. « Papa a dit que je devais avoir le meilleur pour ma prochaine fête d'anniversaire. Ça va être tellement incroyable. Tout le monde sera là. Sauf toi, évidemment. Je ne voudrais pas que tu m'embarrasses. » Le cœur de Leïla se serra, mais elle refusait de laisser Amira voir à quel point ces mots la blessaient. Elle se concentra sur la pile de vêtements usés devant elle, essayant de bloquer le bruit. « Qu'est-ce qu'il y a, Leïla » railla Amira, sa voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. « Tu n'aimes pas voir de belles choses ? Oh, j'oubliais,
Tu n'y es pas habitué. » Sans attendre de réponse, Amira se tourna et sortit de la pièce, laissant Leïla seule avec ses pensées. Dès qu'Amira fut partie, Leïla expira profondément, relâchant la tension accumulée dans ses épaules. Elle se tourna vers le petit miroir fissuré accroché au mur et examina son reflet. Sa robe simple, celle qu'elle portait presque tous les jours, pendait mollement sur son corps mince. Pas de vêtements de créateur, pas de colliers en or, pas de chaussures luxueuses. Mais il y avait autre chose, une force tranquille qui émanait de son regard. Une force qu'Amira ne pouvait pas voir. Leïla savait une chose avec certitude. Amira possédait peut-être toutes les choses matérielles, mais ces et choses ne définissaient pas sa valeur. Un jour, elle le prouverait. Un jour, elle leur montrerait que la vraie valeur ne venait pas des sacs de créateurs ou des colliers en or. La vraie valeur venait de l'intérieur, de la détermination, de la résilience. Pendant ce temps, dans le quartier chic de Rabat, Madame Chacha était assise dans son bureau spacieux, tapotant ses longs ongles impeccablement manucurés sur le bureau en bois massif. Elle était la reine incontestée du matchmaking dans toute la région, une figure respectée qui savait résoudre des problèmes que personne d'autre n'osait affronter. Elle jeta un regard rapide à son agenda, un sourire satisfait aux lèvres. L'affaire du mariage entre Leïla et Idriss avançait parfaitement. Avec la réputation de la famille Damani et la position d'Othman dans les affaires, ce mariage était une union stratégique qui promettait de consolider encore plus son influence. La porte de son bureau s'ouvrit doucement et sa secrétaire entra, portant un dossier. « C'est au sujet de la jeune fille, Leïla, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Vous aviez demandé des informations supplémentaires sur elle. » Madame Chacha hocha la tête et ouvrit le dossier, son regard attentif scrutant chaque ligne. Elle avait l'œil pour déceler des détails que d'autres auraient ignorés, et ce dossier lui en disait long sur la situation familiale de Leïla. Mais quelque chose attira son attention. « Intéressant », murmura-t-elle, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. « Cette fille a peut-être plus de potentiel que ce que son père croit. » Elle referma le dossier d'un coup sec et se tourna vers sa secrétaire. « Assurez-vous que tout soit prêt pour la rencontre avec la famille Damani. Ce mariage va être un tournant décisif pour tout le monde. » Leïla, sans le savoir, se trouvait au cœur d'un plan bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Les gens venaient voir Madame Chacha avec toutes sortes de requêtes, et elle trouvait toujours un moyen d'y répondre. Aujourd'hui, cependant, c'était différent. En face d'elle était assis l'honorable Damani, l'homme le plus riche de Rabat, et son visage était marqué par l'inquiétude et l'épuisement. L'homme, autrefois si imposant, semblait désormais fragile, son corps affaibli par le poids des circonstances. Il avait perdu du poids, et son aura de puissance s'était fanée. Madame Chacha, toujours perspicace, pouvait lire le désespoir dans ses yeux. « Madame Chacha, il ne me reste plus beaucoup de temps, » commença l'honorable Damani d'une voix basse et tendue. « Les médecins m'ont donné 2 mois, 3 tout au plus. » Chacha hocha la tête, compatissante, attentive. Elle savait où cette conversation menait. « Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, » poursuivit Damani en fixant un point invisible devant lui. « C'est mon fils, Idriss. Vous savez qu'il est estropié. Je lui ai offert tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais maintenant... » Sa voix s'éteignit et il peinait à trouver les mots. « J'ai besoin qu'il ait une femme, quelqu'un pour prendre soin de lui après mon départ. Je veux qu'il soit heureux, qu'il ait de la compagnie. » Madame Chacha se pencha en avant, ses yeux perçants se plissant alors qu'elle étudiait le visage fatigué de l'honorable Damani. « Je comprends, honorable. Que me demandes-tu exactement ?» Damani soupira profondément, s'essuyant le front avec un mouchoir brodé. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un, une femme qui acceptera d'épouser Idriss, malgré son état. Je suis prêt à la payer grassement. L'argent n'est pas un problème. Mais il faut que ce soit fait rapidement. Idriss n'est pas au courant de ma maladie, et je ne veux pas qu'il affronte ce monde seul, sans soutien. » Madame Chacha prit un moment pour réfléchir. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait arranger un mariage dans des circonstances particulières, mais cette situation demandait une attention particulière. Idriss était infirme,
et bien que la fortune de l'honorable Damani puisse en séduire beaucoup, elle savait que ce mariage ne devait pas être purement motivé par l'argent. « Il nous faudra une femme spéciale », dit Madame Chacha d'un ton pensif, croisant ses doigts devant elle. « Quelqu'un qui ne soit pas seulement attiré par la richesse, mais qui puisse vraiment prendre soin de votre fils, être là pour lui, émotionnellement. » Damani hocha la tête, son regard se faisant plus intense. « C'est exactement pour ça que je suis venu te voir, Madame Chacha. Je te fais confiance. Trouve cette femme, et tu seras récompensée au-delà de tes rêves les plus fous. » Madame Chacha sourit doucement, déjà en train de penser à des candidates potentielles. Elle savait que trouver la femme idéale pour Idriss serait un défi, mais elle était réputée pour résoudre des problèmes que personne d'autre n'osait affronter. « Laissez-moi faire, honorable, » dit-elle, une lueur de détermination dans les yeux. « Othman, je trouverai quelqu'un de convenable, » avait promis Madame Chacha. Et tandis que l'honorable Damani quittait son bureau, elle n'avait pas perdu une seconde. Elle savait que pour une affaire aussi délicate, elle devait agir rapidement. Sans tarder, elle passa des appels, mobilisa son réseau d'informateurs et même posta discrètement en ligne, expliquant la situation en termes soigneusement choisis. Lorsque Othman tomba sur le message, ses yeux brillèrent d'une lueur d'avidité. Cet homme, connu pour être un opportuniste sans scrupules, ne pouvait ignorer une telle offre. L'idée de l'honorable Damani, l'homme le plus puissant de Rabat, cherchant une épouse pour son fils infirme, Idriss, en échange d'une somme colossale, le fit frémir de plaisir. C'était une occasion en or pour Othman, qui avait toujours poursuivi la richesse, quelles qu'en soient les conséquences. Il parcourut rapidement le message, relisant chaque mot avec soin. Idriss était estropié, mais ce détail n'avait aucune importance pour lui. Ce qui comptait, c'était la promesse de richesse, une opportunité qu'il ne laisserait pas passer. Sans plus attendre, Othman composa le numéro de Madame Chacha, son esprit déjà en pleine ébullition. « Bonjour, Madame Chacha », dit-il d'une voix faussement courtoise, teintée d'une avidité mal dissimulée. « C'est Othman. J'ai vu votre message concernant le fils de l'honorable Damani, Idriss. Je crois avoir trouvé la partenaire idéale pour lui. » Madame Chacha, toujours occupée mais jamais trop pour une affaire juteuse, répondit rapidement, intriguée. « Ah, Othman, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. »« Alors, l'offre t'intéresse ?»« Absolument, » répondit Othman, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. « J'ai une fille, Leïla. Elle est obéissante, travailleuse, et ferait une épouse parfaite pour Idriss. » Un silence se fit à l'autre bout de la ligne. Madame Chacha réfléchissait, pesant chaque mot. « Ta fille, dis-tu? Es-tu sûr qu'elle est volontaire pour cela ?» Le sourire d'Othman s'effaça légèrement, mais il reprit rapidement contenance. « Bien sûr qu'elle l'est, » mentit-il avec aplomb. « C'est ma fille, elle fera ce que je lui dis. » Madame Chacha, bien qu'habituée aux discours pleins de promesses, resta prudente. « Très bien, je vais organiser une rencontre avec l'honorable Damani et son fils. Mais attention, Othman, ce mariage ne se limite pas à une question d'argent. L'honorable veut que son fils soit heureux. Idriss mérite quelqu'un qui le choisisse non pas pour la fortune, mais pour ceux qui l'estiment à tête. La future épouse doit être gentille et sincère. » Othman hocha la tête vigoureusement, bien que Chacha ne puisse pas le voir. « Laissez-moi m'en charger. »« Leïla fera tout ce qui est nécessaire, » répondit-il avec assurance. Lorsque l'appel prit fin, Othman se laissa aller dans son fauteuil, son esprit s'embrasant d'idées et de rêves de richesse. C'était enfin l'occasion qu'il attendait, l'opportunité de faire fortune. Que Femi soit infirme ou que la vie de Leïla soit bouleversée n'avait pas la moindre importance à ses yeux. Tout ce qui comptait, c'était l'argent. Le lendemain matin, il convoqua Leïla dans le salon. La jeune fille entra prudemment, sentant une tension palpable dans l'air. Elle savait que son père ne lui portait jamais d'affection, et chaque fois qu'il l'appelait, c'était rarement pour de bonnes nouvelles. Elle s'arrêta devant lui, le regard baissé, ses mains tremblant légèrement d'anxiété. « Leïla, » commença Othman d'un ton sec et autoritaire, « je t'ai trouvé un mari. » Le cœur de Leïla s'arrêta presque. « Un mari ?» Mais elle n'eut pas le temps de formuler une pensée qu'Othman reprit avec impatience. « Tu épouseras Idriss,
le fils de l'honorable Damani. Il est riche, et ce mariage apportera une grande fortune à cette famille. » Les yeux de Leïla s'écarquillèrent, l'incrédulité la submergeant. « Mais, papa, je ne le connais même pas. »« Ça suffit, » l'interrompit-il brusquement. « Il est estropié, oui, mais cela n'a aucune importance. Tu l'épouseras. Ce n'est pas une demande, Leïla, c'est un ordre. Nous avons besoin de cet argent, et tu es la clé pour l'obtenir. » Les larmes montèrent aux yeux de Leïla. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Son propre père, l'homme qui n'avait jamais montré une once de tendresse envers elle, voulait maintenant la marier de force à un inconnu, simplement pour de l'argent. « Mais papa, » tenta-t-elle de protester, la voix tremblante, « c'est injuste. Je ne connais même pas Idriss. »« Et tu feras ce qu'on te dit, » rugit Othman, son ton se durcissant encore plus. « Tu penses avoir le choix ? Tu devrais être reconnaissante que je te donne une chance de t'élever au-dessus de cette vie misérable. Pense à la richesse, aux opportunités. Avec ce mariage, tu n'auras plus jamais à te soucier de rien. » Le monde de Leïla semblait s'écrouler autour d'elle. Elle ne savait que dire ni que faire. Son père venait de la réduire à un pion dans son jeu de pouvoir, et elle comprit alors qu'elle n'avait jamais eu son mot à dire. Dans un coin de la pièce, Amira et Othman observaient l'échange, des sourires satisfaits sur leurs visages. Amira, la précieuse fille chérie, croisa les bras et prit la parole avec un ton mielleux. « Je pense que c'est un excellent mariage, » dit-elle avec une douceur hypocrite. « Tu devrais te réjouir, Leïla. Tout le monde ne peut pas avoir la chance de se marier dans une telle richesse. » Leïla avait envie de hurler, de se débattre, mais aucune parole ne franchit ses lèvres. Elle se sentait prise au piège, comme un oiseau en cage, sans issue. Profondément, elle savait que son père ne s'était jamais soucié d'elle. Elle n'avait jamais été autre chose qu'une transaction à ses yeux. Mais ça, c'était au-delà de la cruauté. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, Leïla fixait le plafond, l'esprit tourmenté. Elle ne pouvait pas épouser Idriss. Elle ne le connaissait même pas. Mais que pouvait-elle faire? Son père, Othman, avait déjà pris sa décision, et dans cette maison, sa parole était loi. Les larmes coulaient sur son visage en pensant à sa défunte mère. Si sa mère avait été encore en vie, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle aurait eu son mot à dire, elle aurait eu un choix. Mais maintenant, elle était seule, confrontée à un avenir qu'elle n'avait jamais désiré. Le jour fatidique arriva, et l'honorable Damani se présenta à la modeste demeure d'Othman, le visage marqué par la fatigue et la résignation. Il avait pris sa décision. C'était le seul moyen pour lui de s'assurer que son fils, Idriss, ne soit pas seul après sa mort. Comme convenu, il n'y eut ni grand mariage, ni cérémonie opulente. Othman avait insisté pour que l'honorable Damani se contente de verser la dot et de finaliser l'accord. Pour Othman, ce n'était qu'une affaire, rien de plus. 6 yeux brillaient d'impatience alors que l'argent était compté et la transaction conclue. Pour lui, c'était une opportunité de richesse. Pour Leïla, c'était une condamnation à une vie qu'elle ne voulait pas. Elle se tenait silencieuse dans un coin, le cœur lourd. Elle se sentait comme un pion dans les mains de son père, vendu à une vie sans choix. « Leïla, va avec l'honorable Damani !» ordonna Othman, sa voix dure et sans émotion, ne laissant aucune place à la discussion. Leïla ne répondit pas, hochant simplement la tête en silence, les yeux remplis de larmes qu'elle retenait tant bien que mal. Elle prit ses affaires et suivit l'honorable Damani jusqu'à sa voiture. Le trajet jusqu'au manoir Damani se déroula dans un flou. Leïla regardait par la fenêtre, luttant contre un mélange d'anxiété, de tristesse et d'incertitude. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait dans cette nouvelle vie, mais elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Quand ils arrivèrent à la somptueuse demeure, Leïla fut impressionnée par sa grandeur et sa beauté. Le manoir, majestueux et imposant, entouré de jardins luxuriants et de statues en marbre, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Mais malgré toute cette splendeur, son cœur restait lourd.
L'honorable Damani la guida à l'intérieur du manoir. Dans le vaste salon, elle l'aperçut pour la première fois. Idriss, assis dans un fauteuil roulant, le regard perdu à travers la fenêtre. Le cœur de Leïla se serra. Idriss était beau, avec des traits raffinés et des yeux doux qui dégageaient une force tranquille. Pendant un bref instant, elle oublia ses propres malheurs, captivée par lui. Mais Idriss, sentant sa présence, se tourna lentement vers elle, et leurs regards se croisèrent. Il y eut un silence, lourd de sens, et à cet instant précis, quelque chose changea. Leïla vit la douleur et la frustration derrière les yeux d'Idriss, la souffrance d'un homme attaché à un fauteuil roulant depuis toujours. Et Idriss, lui, reconnut la tristesse dans les yeux de Leïla, une tristesse qui faisait écho à la sienne. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Petit à petit, Leïla commença à s'adapter à sa nouvelle vie au manoir d'Amani. Malgré les circonstances difficiles, elle décida de ne pas se laisser abattre par l'avidité de son père. Au lieu de céder à la tristesse, elle choisit de se concentrer sur le bien-être d'Idriss. Chaque matin, elle le saluait avec un sourire sincère, puis l'emmenait dans le jardin, où ils passaient de longues heures à discuter, à échanger des histoires et à trouver un réconfort inattendu dans leur solitude partagée. Idriss, qui avait longtemps vécu replié sur lui-même, commença peu à peu à s'ouvrir à Leïla. Elle ne le voyait pas comme un infirme, mais comme un homme à part entière, un être avec des rêves et des peines comme n'importe qui. Elle ne le plaignait jamais. Au contraire, elle l'encourageait, lui rappelant chaque jour qu'il valait plus que son handicap. Peu à peu, des gestes tendres et des sourires complices remplacèrent à la distance initiale. Femi trouvait en elle une force, une bienveillance qu'il n'avait jamais connue. Le lien entre eux grandissait, jour après jour. La tristesse qui habitait Leïla au début commença à s'effacer, remplacée par une nouvelle détermination, celle de rendre Idriss heureux. Et en agissant ainsi, elle réalisa qu'elle tombait amoureuse de lui. Elle aimait sa douceur, son intelligence, et surtout la manière dont il la comprenait sans même qu'elle ait besoin de mots. De son côté, Idriss commença à voir Leïla sous un nouveau jour. Elle n'était plus simplement la jeune fille que son père avait amenée dans sa vie, elle était celle qui avait comblé le vide immense qu'il ressentait depuis toujours. Le rire de Leïla, son sourire réconfortant, avait illuminé sa vie de manière inattendue. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complet. L'honorable Damani observait souvent ces moments depuis la fenêtre de son bureau. Il voyait à quel point Leïla avait changé la vie de son fils, apportant de la lumière là où il n'y avait auparavant que de l'obscurité. Alors qu'il regardait son fils sourire pour la première fois depuis longtemps, une larme coula sur sa joue, non pas de tristesse, mais de gratitude. Il savait que, malgré tous ses doutes, il avait fait le bon choix en faisant entrer Leïla dans leur vie. C'était une larme de soulagement. Maintenant, c'est la bonne fille, se murmura-t-il. Et c'est le bon moment. Un soir, alors que le soleil projetait une douce lueur orangée sur le manoir, l'honorable Damani et Idriss demandèrent à Leïla de les rejoindre dans le salon. Intriguée par le ton sérieux de leur voix, Leïla s'assit, curieuse de savoir ce qu'ils avaient à lui dire. Idriss, comme à son habitude, était assis dans son fauteuil roulant, son visage calme mais empreint de gravité, tandis que l'honorable Damani les observait tous les deux avec un sourire bienveillant. « Leïla, » commença Idriss, sa voix ferme mais pleine d'émotion, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Le cœur de Leïla battit plus fort. Elle sentait que ce qu'il allait dire allait tout changer. Soudain, à sa grande surprise, Idriss se leva de son fauteuil roulant et se mit debout. Leïla haleta, ses yeux s'agrandissant d'incrédulité. Pendant des mois, elle avait veillé sur lui, croyant sincèrement qu'il ne pouvait pas marcher. Ce qu'elle voyait lui semblait irréel. « Idriss, tu peux marcher ?» murmura-t-elle bouleversée, son cœur battant à tout rompre. « Je suis vraiment désolé, Leïla, » dit Idriss en s'approchant d'elle, ses yeux débordant de sincérité et de regret. « Laisse-moi t'expliquer. » Leïla resta figée, essayant de comprendre ce qui se passait. L'honorable Damani, silencieux jusqu'à présent, regardait la scène,
ses yeux reflétant un mélange de soulagement et d'émotion. Idriss prit une profonde inspiration et continua. « Mon père voulait que je trouve quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, et non pour ma richesse. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens attirés par notre fortune, par le statut de ma famille. Lorsque mon père a été diagnostiqué avec son cancer, il a voulu s'assurer que la femme que j'épouserais serait celle qui m'aimerait vraiment, indépendamment de ma situation. » Leïla, les larmes aux yeux, resta silencieuse, écoutant chaque mot qu'Idriss prononçait. « Nous avons donc imaginé ce plan pour faire croire que j'étais infirme, » poursuivit Idriss. « Je devais savoir si celle qui entrerait dans ma vie m'aimerait pour qui je suis, et non pour ce que je pourrais lui offrir. » Idriss fit une pause, ses yeux se remplissant de tendresse. « Je ne savais pas que ce serait toi. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un d'aussi bon, d'aussi sincère et aimant que toi, Leïla. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour. Tu es resté à mes côtés, tu m'as donné l'impression d'être suffisant, même quand tu pensais que je ne pouvais pas marcher. Tu ne m'as jamais regardé avec pitié, tu m'as toujours traité comme un homme. » Idriss s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas te remercier assez pour cela. » Le cœur de Leïla s'adoucit alors qu'elle plongeait son regard dans celui d'Idriss. La trahison qu'elle avait initialement ressentie commençait à s'effacer, remplacée par une profonde compréhension de ce qu'il avait cherché à prouver. Il avait voulu trouver un amour véritable, et elle savait dans son cœur qu'elle l'aimait réellement. L'honorable Damani, qui était resté silencieux, parla enfin, sa voix pleine d'émotion. « Leïla, tu as prouvé à mon fils que l'amour authentique existe, celui qu'aucune richesse ne peut acheter. Tu es la femme idéale pour lui, et maintenant, je peux partir en paix, sachant que tout ce que j'ai construit sera entre de bonnes mains. » Leïla essuya les larmes qui coulèrent sur ses joues, encore sous le choc de cette révélation. Mais au fond d'elle, elle savait que l'essentiel n'avait pas changé. Son amour pour Idriss n'avait jamais été motivé par sa richesse, et elle se sentait désormais encore plus liée à lui. Le lendemain matin, l'honorable Damani appela ses avocats. Il était temps de transférer ses propriétés, ses investissements et tous ses actifs à Idriss, comme il l'avait prévu. Avec Leïla à ses côtés, il savait que son héritage était en sécurité. Le soleil du matin baignait le manoir Damani d'une lumière douce, remplissant la maison d'une tranquillité apaisante. Mais un étrange silence pesait dans l'air. L'honorable Damani, qui s'était couché la veille, apaisé par ses décisions et en paix, ne s'était pas réveillé. Leïla fut la première à ressentir que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle frappa à sa porte et n'obtint aucune réponse, un mauvais pressentiment la traversa. Elle entra doucement dans la pièce, le cœur lourd, pour le trouver allongé, immobile, son souffle désormais éteint. Pendant ce temps, chez Othman, les choses s'effondraient rapidement. L'entreprise autrefois prospère qu'il dirigeait s'était effondrée. Ses investissements avaient échoué et la malchance semblait le suivre à chaque tournant. Son attitude autrefois confiante était maintenant marquée par le désespoir et la frustration. Un jour, alors qu'il errait sans but dans les rues, un vieil homme, un prophète aux yeux perçants et sages, se présenta sur son chemin et l'arrêta dans son élan. « Toi, » dit le prophète d'une voix forte malgré son âge, « tu as perdu quelque chose de précieux. » Othman fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Qui es-tu ? » « Je suis un messager, » répondit le prophète, « et j'apporte un avertissement. Vous avez perdu un bijou, un trésor que vous n'avez jamais apprécié. Ce bijou était ta chance, ta protection, et maintenant, sans elle, tu n'as plus rien. » Le cœur d'Othman manqua un battement. « Un bijou ? De quoi parles-tu ? » « Votre fille, » dit le prophète, sa voix résonnant avec certitude. « Elle était ton porte-bonheur. Depuis qu'elle a quitté votre maison, votre vie est dans le chaos. Tout. Ce qui était autrefois un succès s'est effondré. Vous avez repoussé la seule personne qui a apporté la fortune à votre maison, et maintenant vous en souffrez. » Othman ressentit une onde de choc. Leïla. Pendant tout ce temps, il l'avait méprisée et maltraitée,
et il réalisait maintenant que c'était précisément ce qu'il avait mis de côté, qui était la source de son malheur. Si vous souhaitez restaurer ce que vous avez perdu, vous devez la retrouver, continua le prophète. Ramenez-la, et alors seulement vous verrez votre fortune revenir. Othman resta figé, le poids des paroles du prophète pesant sur lui. Cette prise de conscience le frappa comme un raz-de-marée. Leïla, la fille qu'il avait maltraitée et rejetée, était la clé de sa chute. Maintenant, il devait la retrouver. Déterminé, Othman entreprit de localiser Leïla. Il savait que l'honorable Damani l'avait emmenée après que la dot ait été payée, mais il n'avait aucune idée de l'endroit où il vivait. Après des heures de recherche et de questions, il réussit à trouver le bureau de l'honorable Damani à Rabat. Il espérait y trouver des indices, peut-être quelqu'un qui pourrait lui indiquer la bonne direction. Lorsqu'Othman arriva au bureau, il fut surpris de le voir plein d'activité. Il s'approcha de la réception, anxieux et impatient. « Je dois parler à l'honorable Damani », exigea Othman. « C'est urgent. » La réceptionniste le regarda avec une expression sympathique. « Je suis désolé, monsieur, mais l'honorable Damani est décédé hier. Son fils et sa belle-fille gèrent désormais ses affaires. » Le cœur d'Othman manqua un battement. Damani était mort. Cela compliquait les choses, mais cela signifiait aussi qu'il pourrait trouver Leïla ici. « Où sont-ils » demanda-t-il, la voix tendue. La réceptionniste la dirigeait vers la salle de conférence, où Idriss et Leïla rencontrèrent des avocats pour finaliser le transfert des propriétés de l'honorable Damani. Othman entra dans la pièce et sentit son cœur se serrer. Là, assis côte à côte, se trouvaient Idriss et Leïla, en pleine conversation. Leïla, plus forte et plus confiante, ne ressemblait plus à la fille qu'il avait connue. Idriss, debout, avait l'air serein. Leïla leva les yeux et rencontra son regard. Un éclat de reconnaissance suivi d'une expression froide. « Othman, que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Je suis venu te trouver » balbutia-t-il, sa voix se brisant sous le poids de sa culpabilité. « J'ai fait des erreurs. Je ne savais pas combien tu comptais pour moi. »« Un prophète t'a dit de venir me trouver, maintenant, après tout ?» rétorqua Leïla, le ton glacial. Othman, submergé par le regret, répondit. « J'ai tout perdu, Leïla. Ma vie s'est effondrée. Tu étais ma bénédiction, et j'étais trop aveugle pour le voir. » Idriss se leva alors, prenant la défense de Leïla. « Tu veux juste qu'elle revienne parce que tu penses qu'elle peut arranger ta vie. Mais où était cet amour paternel lorsqu'elle souffrait sous ton toit ?» Othman sentit son cœur se briser. Il avait voulu retrouver sa fille, mais maintenant il se tenait face à la dure réalité de ses choix. Leïla avait dépassé sa négligence et avait construit une nouvelle vie. Ses mains tremblèrent alors qu'il réalisait l'énormité de sa perte. « Je suis désolé » murmura Othman, la voix à peine audible. « Je suis vraiment désolé, Leïla. » Leïla se détourna, laissant Othman face à ses regrets, et sortit de la pièce avec Idriss à ses côtés. Dans le village éloigné de Banoba, vivait une femme nommée Anaya. Elle était une ravissante vendeuse de nourriture, et ses talents culinaires étaient reconnus comme les meilleurs de tout le village. Tout le monde l'appelait Anaya la cuisinière, car ses plats étaient si délicieux que des gens venaient de loin pour y goûter. Chaque jour, Anaya installait son étal, préparait ses mets, et les villageois se régalaient de sa cuisine. Anaya était d'une grande bonté, et les habitants de Banoba l'adoraient. Elle avait une petite fille prénommée Zara, à qui elle tenait énormément. Anaya faisait tout son possible pour rendre Zara heureuse. Cependant, la vie d'Anaya n'avait pas toujours été facile. Lorsqu'elle était enceinte de Zara, un événement tragique s'était produit. Son mari, le père de Zara, était décédé. Anaya s'était retrouvée seule pour élever sa fille. Malgré l'absence d'aide, Anaya n'avait jamais baissé les bras. Chaque jour, elle travaillait sans relâche, cuisinant et vendant de la nourriture pour subvenir aux besoins de Zara. L'amour qu'elle portait à sa fille surpassait tout. Les villageois voyaient combien elle travaillait dur et la respectaient pour cela. Sa nouvelle vie était loin d'être simple, mais Anaya ne se plaignait jamais. Elle souriait et prenait soin de Zara du mieux qu'elle pouvait. Les deux étaient inséparables,
comme les meilleurs amis. Leur vie, bien que modeste, était remplie de bonheur, et rien ne semblait pouvoir briser l'amour qui les unissait. Mais un jour, un terrible événement secoua le village de Banoba. Un jeune homme, vigoureux et bien portant, vint manger au stand d'Anaya. Il était bien connu de tous et, comme beaucoup d'autres, il adorait la cuisine d'Anaya. Après avoir savouré son repas, il s'en alla le sourire aux lèvres. Mais plus tard dans la journée, le jeune homme commença à se sentir très mal. Sa famille se rassembla autour de lui pour l'aider, mais il se mit à vomir du sang, un signe funeste dans le village de Banoba. Malheureusement, le jeune homme succomba à son mal, plongeant le village dans la stupeur. La nouvelle se répandit rapidement, et les murmures s'amplifièrent. Anaya l'a empoisonné. La colère des villageois monta rapidement. Comment une femme aussi aimée, en qui ils avaient placé tant de confiance, aurait-elle pu commettre une telle atrocité? Aveuglés par leur rage, ils ne prirent pas le temps de réfléchir. Une foule en furie se rassembla devant le stand d'Anaya, criant « Meurtrière! Empoisonneuse !» Ils ne lui laissèrent pas l'opportunité de s'expliquer, leur colère était trop intense. Dans leur frénésie, ils ramassèrent des pierres et lapidèrent Anaya jusqu'à ce qu'elle s'effondre sans vie. Zara, qui n'avait que 10 ans, assista à toute la scène. Elle pleura, implora, mais personne ne l'écouta. Sa mère, la seule famille qu'elle connaissait, avait disparu. Anaya, la femme bienveillante qui nourrissait tout le village, n'était plus là, laissant Zara seule dans ce monde. Après la mort d'Anaya, Zara se retrouva orpheline. Les villageois, ne sachant que faire d'elle, décidèrent de l'envoyer dans un village voisin, où vivait son oncle, Kojo. Kojo, un homme généreux, fut profondément attristé en apprenant la tragédie d'Anaya. Il accueillit Zara à bras ouverts et sa famille la traita comme l'une des leurs. Bien que la tristesse de perdre sa mère pesât toujours lourd sur le cœur de Zara, la chaleur et la gentillesse de son oncle et de sa famille commencèrent peu à peu à l'apaiser. Il lui offrait de l'amour, de la nourriture et un foyer où elle se sentait en sécurité. Kojo et sa famille lui rappelaient sans cesse qu'elle faisait partie intégrante de leur famille. Avec le temps, la douleur de Zara s'atténua légèrement. Elle aidait sa tante dans les tâches domestiques et jouait avec ses cousins, retrouvant peu à peu le sourire. Même si le vide laissé par sa mère ne se comblait jamais totalement, Zara était reconnaissante envers son oncle et sa nouvelle famille pour l'amour et le réconfort qu'ils lui offraient. Les années passèrent et Zara grandit. À l'âge de 18 ans, son oncle Kojo, désormais plus âgé, la voyait devenir une jeune femme accomplie. Mais il savait qu'elle devait connaître la vérité sur ce qui s'était réellement passé avec sa mère. Un jour, il l'appela pour une conversation sérieuse. Il la regarda avec tristesse et dit « Zara, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta mère. » Zara écouta attentivement tandis que son oncle lui révélait l'histoire tragique. Il lui raconta comment un jeune homme était mort après avoir mangé la nourriture de sa mère, comment les villageois avaient cru qu'Anaya l'avait empoisonné, et comment, dans leur furie aveugle, ils l'avaient condamné sans même lui laisser une chance de se défendre. Le cœur de Zara se serra. Elle s'était toujours demandé ce qui était arrivé à sa mère, et maintenant qu'elle connaissait la vérité, une profonde tristesse l'envahit. Les larmes coulèrent sur ses joues, alors qu'elle réalisait à quel point tout cela était injuste. Sa mère, Anaya, si aimée et bienveillante, avait été victime d'une mort cruelle. L'oncle Kojo posa une main réconfortante sur son épaule et murmura « Ta mère n'était pas mauvaise, Zara. C'était un terrible malentendu. Les villageois ne l'ont pas écoutée, aveuglés par leur colère. » Zara pleura, mais en même temps, un sentiment de soulagement l'envahit. Même si la vérité était douloureuse, elle était reconnaissante que son oncle lui ait enfin révélé ce qui s'était réellement passé. Sa mère lui manquait plus que jamais, mais comprendre la vérité lui apportait une certaine paix intérieure. Peu de temps après cette révélation, une autre tragédie frappa. Son oncle Kojo, qui avait été si aimant et attentionné avec elle, décéda à son tour. Le cœur de Zara se brisa une nouvelle fois. Elle avait déjà perdu sa mère et maintenant elle devait affronter la perte de son oncle. Après les funérailles, ses cousins la firent asseoir pour une conversation difficile. «
Tu es grande maintenant, lui dirent-ils. Tu dois tracer ton propre chemin. Nous ne pouvons plus nous occuper de toi. Choquée et dévastée, Zara se retrouva une fois de plus seule dans ce monde. N'ayant nulle part où aller, elle pensa à sa mère et au village de Banoba, là où tout avait commencé. Elle se souvint de la manière dont sa mère y avait été appréciée avant que les choses ne tournent mal. Peut-être que les villageois avaient depuis pardonné, se dit-elle. Peut-être serait-elle acceptée si elle revenait. Prenant une décision courageuse, Zara fit ses bagages et retourna à Banoba, décidée à reconstruire une nouvelle vie. Elle espérait que les villageois l'accepteraient pour ce qu'elle était, et non comme la fille d'Anaya. Si elle pouvait leur montrer ses talents culinaires, comme sa mère avant elle, peut-être gagnerait-elle leur confiance. Le cœur plein d'espoir, Zara s'installa dans le village et ouvrit son propre stand de nourriture. Chaque matin, elle se levait à l'aube, comme sa mère le faisait, pour préparer les plats les plus savoureux qu'elle savait faire. Mais au fil des jours, personne ne venait. Les villageois passaient devant son étal sans un regard, murmurant entre eux. Le souvenir de la tragédie était encore présent, et la méfiance persistait. Jour après jour, Zara cuisinait, attendant patiemment que quelqu'un ose goûter sa nourriture. Mais les villageois évitaient à son étal, craignant toujours qu'elle ne soit comme sa mère. Malgré ses efforts et son désespoir croissant, Zara persévéra. Elle croyait encore que tôt ou tard, quelqu'un lui donnerait une chance. Mais chaque soir, elle rentrait chez elle le cœur lourd et la nourriture intacte. 6 efforts semblaient vains, et la solitude devenait insupportable. Un soir, alors qu'elle rentrait après une autre journée infructueuse, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Son esprit était envahi par le désespoir. C'est alors qu'une vieille femme apparut soudain sur son chemin. Petite et voûtée, ses yeux brillaient avec une intensité étrange. Zara ne la reconnaissait pas, mais quelque chose en elle lui donnait la chair de poule. Ce n'était pas une vieille femme ordinaire, c'était une sorcière. La sorcière sourit d'un air sinistre et demanda d'une voix douce mais inquiétante. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» Zara hésita. Elle ne savait pas si elle devait répondre, mais le poids de la tristesse la poussa à parler. « Personne n'achète ma nourriture, » murmura-t-elle. « Ils se souviennent de ma mère, et ils pensent que je suis comme elle. » La sorcière hocha lentement la tête, comme si elle comprenait déjà tout. « Ah, ta mère, Anaya. Oui, les villageois la craignent encore, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement la peur qui les tient éloignés de toi, mon enfant. » Zara fronça les sourcils, perplexe. « Que voulez-vous dire? Je fais de mon mieux. Je cuisine comme ma mère. » Le sourire de la sorcière s'élargit, révélant des dents jaunies et tordues. « Ce n'est pas une question de goût, ma chère, » répondit-elle d'une voix mielleuse mais pleine de mystère. Il y avait quelque chose que Zara devait ajouter à sa nourriture pour attirer les villageois, un ingrédient spécial. Elle dévisagea la vieille femme, mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, malgré son hésitation. La sorcière se pencha plus près, ses yeux pétillant dans l'obscurité. « Tes cheveux, murmura-t-elle, utilise-les pour préparer tes plats. » Puis elle fouilla dans sa robe en lambeaux, sortant une petite calebasse. « Mélange un peu de cette poudre noire à tes recettes. » Le cœur de Zara se serra, horrifié par cette idée. « Non, c'est dégoûtant! Je ne peux pas faire ça !» La sorcière éclata de rire, un son froid et acerbe. « Ta mère pensait la même chose, et regarde où cela l'a menée. » Zara, confuse, chercha à comprendre. « Tout le monde dit que ma mère a empoisonné ce jeune homme. » La sorcière, maintenant sérieuse, lui répondit « Ta mère n'a tué personne. C'était nous, les sorcières, qui avons causé sa chute. »« Pourquoi ?» s'écria Zara, le cœur battant. « Ma mère était innocente. » La sorcière approcha son visage, sa voix devenant aiguë. « Elle a refusé de nous rejoindre. Nous lui avons demandé, mais elle pensait pouvoir vivre sans nous. Nous avons dû lui donner une leçon, et elle en a payé le prix. » Zara se sentit mal. Sa mère était morte à cause de son refus de céder aux sorcières. La colère et le chagrin
se mêlèrent dans son cœur. « C'est vous qui l'avez tué, murmura-t-elle, la voix tremblante. La sorcière, amusée, acquiesça. « Oui, et maintenant c'est à toi de choisir. Suivras-tu les traces de ta mère ou feras-tu ce qu'il faut pour survivre ?» La peur s'empara de Zara. Était-ce cela, la raison pour laquelle personne ne lui achetait de nourriture? La sorcière tendit la calebasse vers elle. « Si tu veux attirer les villageois, tu dois utiliser cette poudre et tes cheveux dans tes plats. »« Non, je ne peux pas !» s'écria-t-elle. « C'est horrible !» La sorcière, le sourire cruel, insista. « Ta mère pensait comme toi, et regarde où cela l'a menée. » Zara regarda la calebasse, le cœur lourd. Les mots de la sorcière résonnaient dans son esprit. C'était peut-être sa seule chance de se libérer du fardeau de sa mère. La sorcière se détourna et commença à disparaître dans l'ombre. « Réfléchis bien, Zara, ta vie en dépend. » Zara se tenait là, seule dans la nuit, la calebasse pesant lourdement dans ses mains. Pouvait-elle vraiment faire ce que la sorcière proposait? Cela valait-il le risque de devenir ce qu'elle craignait le plus? Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Les paroles de la sorcière tourbillonnaient dans son esprit. Sa mère avait défié les sorcières et avait perdu la vie. Zara ne voulait pas répéter cette erreur, mais l'idée de commettre un acte aussi ignoble lui retournait l'estomac. Elle se promenait dans sa petite chambre, fixant la calebasse, réfléchissant à la bravoure de sa mère, Anaya, qui avait choisi de rester fidèle à ses principes. Qu'est-ce que cela lui avait apporté? Une fin tragique, accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Zara se retrouvait à un carrefour, prise au piège entre l'honneur et la survie. Que choisirait-elle? Finalement, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à se faufiler à travers sa fenêtre, Zara prit sa décision. Elle ne pouvait plus vivre ainsi, sans que personne n'achète sa nourriture, avec les murmures des villageois qui la hantaient à chaque pas. Si suivre les conseils de la sorcière était le seul moyen de survivre, alors elle le ferait. Le lendemain matin, Zara se rendit à son stand comme d'habitude. Elle prépara la nourriture, mais cette fois, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir faire. Elle prit ses poils pubiens, comme la sorcière l'avait dit, et les utilisa pour nettoyer la nourriture. 16 mains tremblaient, mais elle se força à continuer. Ensuite, elle ouvrit la calebasse et versa un tout petit peu de substance noire dans le pot. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle remuait la nourriture, espérant que personne ne découvrirait jamais ce qu'elle avait fait. Elle était remplie de honte, mais elle mit ses sentiments de côté, déterminée à voir ce qui allait se passer. Lorsque Zara ouvrit son stand, ce jour-là, elle était nerveuse. Est-ce que quelqu'un viendrait? La nourriture aurait-elle un goût différent? Les villageois sauraient-ils d'une manière ou d'une autre ce qu'elle avait fait? Mais à sa grande surprise, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un à un, les gens commencèrent à s'approcher de son stand. Au début, il ne s'agissait que de quelques villageois curieux, et puis de plus en plus arrivèrent. Ils lui demandèrent des bols de nourriture. Zara les servit, les regardant avec incrédulité pendant qu'il mangeait et souriait. « C'est délicieux, » dit un homme. « Je n'ai pas goûté de nourriture aussi bonne depuis longtemps, » ajouta une autre femme. Les villageois, qui l'avaient autrefois évité, ne pouvaient plus se lasser de sa cuisine. À la fin de la journée, Zara avait tout vendu. 6 casseroles étaient vides, et son stand était entouré de gens qui parlaient de la qualité de sa nourriture. La nouvelle se répandit rapidement et bientôt, tout le monde dans le village parlait des délicieux repas de Zara. Zara n'arrivait pas à y croire. Pour la première fois depuis son retour au village d'Ibadan, elle ressentit une lueur d'espoir. L'étrange conseil de la sorcière avait fonctionné et le stand de Zara était rempli de clients. Elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, mais cela lui avait valu le succès. Alors que le soleil se couchait et que Zara rangeait son stand, elle réfléchit à son choix. Elle ne se sentait pas fière de ce qu'elle avait fait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas impuissante. Les villageois adoraient sa nourriture, et elle avait enfin trouvé un moyen de survivre. Au fil du temps, le stand de nourriture de Zara devint plus populaire.
Ce qui avait commencé comme une petite opération était rapidement devenu l'endroit le plus fréquenté de tout le village. Les gens des villes et villages voisins commencèrent à se rendre à Ibadan juste pour goûter la célèbre cuisine de Zara. Sa nourriture était devenue quelque chose de spécial. Tout le monde en parlait et les gens n'en avaient jamais assez. En un an, Zara était devenu le vendeur de produits alimentaires le plus prospère, non seulement à Ibadan, mais également dans les environs. Avec tout l'argent qu'elle avait gagné, elle se construisit une grande et belle maison, l'une des plus belles du village. C'était tellement grand que tous ceux qui passaient s'arrêteraient et regarderaient. La maison était grandiose, avec des murs solides et des fenêtres brillantes, et elle était le symbole du succès de Zara. Mais même si les affaires de Zara se développaient, elle ne laissait jamais personne d'autre cuisiner la nourriture. Il était une fois, dans le village de Makore, une infirmière au grand cœur nommée Amina. Amina était bienveillante envers les habitants de Makore. Elle était la fille aînée de ses parents, des agriculteurs âgés et modestes. Elle avait 6 frères et sœurs, et la vie était très difficile pour eux. Ils peinaient à se nourrir. Bien que pauvres, ils nourrissaient de grands espoirs pour Amina. Ils avaient économisé tout ce qu'ils pouvaient afin de l'envoyer à l'école, dans l'espoir qu'une fois diplômée, elle les sortirait de la pauvreté et prendrait soin de sa famille. Après avoir obtenu son diplôme d'infirmière, Amina a rencontré des difficultés à trouver un emploi en ville. La pression pour subvenir aux besoins de sa famille ne cessait de croître. Elle a finalement décidé de retourner à Makore, où elle a accepté un poste à l'hôpital communautaire du village. Son salaire était faible et insuffisant pour nourrir toute la famille, mais elle travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de ses proches. Un jour, une riche femme du nom de Madame Diallo fit tout le chemin depuis la ville jusqu'au village de Makore. Elle avait un problème pressant et se rendit directement à l'hôpital où Amina travaillait. À son arrivée, elle chercha l'infirmière Amina, convaincue qu'elle serait la personne idéale pour lui confier son secret. Madame Diallo était très riche, possédant tout ce que l'argent pouvait acheter. Cependant, elle désirait désespérément un fils pour satisfaire son mari. Poussée par le désir de rendre son époux heureux, elle confia à Amina son secret. Elle lui raconta qu'elle avait déjà eu 4 filles pour son mari, mais celui-ci insistait pour avoir un fils. Malheureusement, lors de sa dernière grossesse, un problème de santé l'avait empêché de concevoir à nouveau, selon son médecin. Son mari, quant à lui, continuait d'exiger un fils. C'est ainsi que Madame Diallo fit une proposition choquante à Amina. Trouver une femme enceinte d'un garçon et lui vendre le bébé. En retour, elle promettait à Amina une énorme somme d'argent. L'infirmière refusa immédiatement, expliquant que cela allait à l'encontre de ses principes et qu'elle ne pourrait jamais commettre un tel acte. Le lendemain, Madame Diallo retourna à l'hôpital. Cette fois, elle tripla la somme d'argent qu'elle avait proposée à Amina. Elle insista sur le fait que cette somme changerait la vie de l'infirmière et celle de sa famille à tout jamais. Madame Diallo avait enquêté sur la vie d'Amina et avait découvert qu'elle venait d'une famille extrêmement pauvre. Face à la tentation et à la promesse d'une sécurité financière pour les siens, Amina finit par céder à contre-cœur. Elle imagina alors comment cet argent pourrait transformer leur vie. Peu de temps après, Amina repéra une femme enceinte de jumeaux à l'hôpital communautaire. Elle apprit que cette femme attendait effectivement des jumeaux après une échographie et se rapprocha d'elle en devenant particulièrement attentionnée. Elle voyait en cette femme le moyen de réaliser les souhaits de Madame Diallo. Amina alerta Madame Diallo, qui commença à simuler une grossesse dans le but de tromper son mari. De cette manière, personne ne soupçonnerait que Madame Diallo n'avait jamais été enceinte. Personne ne devinerait non plus qu'elle n'était pas la mère biologique de l'enfant. Elle se préparait à présenter le bébé à son mari comme leur propre fils, le jour où la femme enceinte allait accoucher. L'infirmière Amina s'arrangea pour superviser l'accouchement ce jour-là. Dès que la femme donna naissance à ses jumeaux, Amina enleva l'un des bébés et le remit à Madame Diallo, affirmant que l'autre avait malheureusement succombé à une complication. Madame Diallo présenta alors le bébé à son mari, qui, fou de joie, célébra l'arrivée tant attendue de leur fils.
La famille Diallo baignait dans le bonheur, ignorant le lourd secret qui l'entourait. De son côté, malgré sa culpabilité, Amina utilisa l'argent pour transformer sa vie. Elle commença à mener une existence luxueuse, prenant soin de ses parents et de ses frères et sœurs. Tout le monde remarqua ce changement soudain et en était ravi. Un jour, ses parents, intrigués, lui demandèrent d'où venait cette soudaine richesse. Amina, incapable de leur dire la vérité, inventa une histoire. Elle expliqua qu'un bienfaiteur, un étranger généreux, l'avait aidée financièrement. Elle n'osa pas avouer la véritable origine de cet argent. Le secret demeurait lourd à porter, mais Amina ne se résigna pas à révéler la vérité à ses proches. Pendant ce temps, chez les Diallo, la vérité sur l'origine du garçon restait un secret bien gardé. Madame Diallo aimait son fils adopté de tout son cœur, le couvrant de cadeaux et d'attentions. Mais en elle-même, elle ne parvenait pas à échapper à la culpabilité qui la rongeait. Sa conscience la tourmentait silencieusement, mais elle refusait de céder. Les années passèrent et le garçon grandit pour devenir un jeune homme élégant, baignant dans le luxe. Madame Diallo s'assurait qu'il ait tout ce dont il avait besoin, le considérant comme son lien principal avec son mari. De son côté, l'autre jumeau, élevé par ses parents biologiques, devint également un jeune homme charmant et doux. Bien que ses parents n'étaient pas aussi riches que les Diallo, ils veillaient à lui offrir la meilleure vie possible avec leurs moyens limités. Amina, quant à elle, continua de profiter de sa fortune, fruit de la vente du bébé à Madame Diallo. Elle cessa de travailler comme infirmière, persuadée qu'avec cet argent, elle n'avait plus besoin de labeur. Le temps passant, Amina se maria, mais sans se douter que la justice divine allait bientôt la rattraper. Des années après son mariage, elle peina à concevoir un enfant. Elle consulta plusieurs hôpitaux sans succès, malgré le fait que ni elle, ni son mari ne souffraient de problèmes médicaux empêchant une grossesse. La famille de son mari, mécontente, commença à la menacer de l'expulser du foyer si elle ne leur donnait pas un enfant. Désespérée et confuse, Amina décida de se confier à son père. Elle avoua enfin le secret qu'elle avait caché pendant tant d'années. Elle avait vendu un enfant à Madame Diallo. Son père, bouleversé par cette révélation, lui conseilla de retrouver Madame Diallo afin qu'elles avouent la vérité ensemble. Amina tenta de convaincre Madame Diallo, mais celle-ci refusa catégoriquement. Elle ne voulait pas risquer de détruire son mariage en avouant la supercherie à son mari. Face à ce refus, Amina et son père décidèrent de rechercher le jeune homme qu'elle avait vendu. Après de longues recherches, Amina retrouva enfin le garçon. Avec beaucoup d'hésitation, elle lui révéla la vérité sur ses origines. Le jeune homme, sous le choc, eut du mal à accepter cette nouvelle. Sa vie fut bouleversée par cette révélation inattendue. Troublé, il demanda à rencontrer son frère jumeau, celui qu'il n'avait jamais connu. Amina l'emmena alors rencontrer ses parents biologiques. Pour la première fois, il fit face à ses véritables parents, découvrant une autre partie de sa vie qui lui avait été volée. Avec le temps, le jeune homme et ses parents biologiques retrouvèrent leur bonheur. Même s'ils étaient profondément surpris, la rencontre avec son frère jumeau fut un moment inoubliable. Le jeune homme était émerveillé de découvrir qu'il avait un frère identique, qui lui ressemblait en tout point. Malgré l'excitation de cette rencontre, les jumeaux ressentaient aussi de la douleur et un sentiment de trahison. Ensemble, ils décidèrent de confronter Madame Diallo pour obtenir des réponses. Accablée par le poids de sa tromperie, Madame Diallo ne put plus garder son secret. Elle avoua enfin toute la vérité aux jumeaux, suppliant chacun de lui pardonner. Elle savait que rien ne pourrait effacer la souffrance qu'elle leur avait infligée, mais elle espérait que le pardon pourrait apaiser la situation. Bien que la colère et la douleur fussent vives, les parents biologiques des jumeaux prirent une décision difficile. Ils pardonnèrent à Madame Diallo ainsi qu'à Amina. Ils comprirent que retenir leur rancune ne ferait que continuer à empoisonner leur cœur et les empêcherait de tourner la page. Avec le pardon comme point de départ, les jumeaux entamèrent un voyage de redécouverte de soi. Ensemble, ils s'engagèrent sur un chemin où ils pouvaient tracer leur propre destinée, trouvant du réconfort et de la force dans leurs liens fraternels qui les unissaient depuis toujours. Quant à Amina, après de longues années d'attente, elle finit par être bénie. Elle tomba enceinte
et commença enfin à fonder une famille. Soulagée, elle retrouva la paix intérieure qu'elle avait longtemps cherchée. La morale de cette histoire est simple. La vraie famille se fonde sur l'amour, l'honnêteté et l'acceptation. Les secrets et la tromperie ne peuvent qu'éroder les fondations du bonheur. Le pardon a un pouvoir immense. Il peut guérir même les blessures les plus profondes et permettre à chacun d'avancer avec grâce et compassion. De plus, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, tous les enfants sont égaux. Aucun homme ne devrait jamais faire pression sur sa femme pour qu'elle lui donne un enfant d'un sexe spécifique. Tous les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, sont égaux aux yeux de notre Créateur. J'espère que cette histoire vous a enseigné une leçon précieuse sur le pouvoir de l'honnêteté et sur l'importance de toujours faire ce qui est juste, peu importe le prix à payer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de suivre cette histoire. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, c'est totalement gratuit, et bien sûr de liker et partager. Il y a bien longtemps, dans le village de Morita, vivait une princesse appelée Lila, la fille aînée du roi Sandor. Contrairement à ses deux jeunes sœurs, Lila n'était pas encore mariée, et cela en raison de sa stature imposante. Aucun prétendant n'avait osé demander sa main, car Lila était extrêmement grande et corpulente. Dans l'ombre, certains villageois chantaient des chansons moqueuses à son sujet. Les ragots sur son apparence circulaient sans cesse dans le village. Certains plaisantaient en disant « Vous avez entendu qu'il faut plusieurs pagnes pour entourer sa taille ?» D'autres se moquaient « Elle mange une chèvre entière en une seule journée, vous imaginez ?» Le roi Sandor et sa reine, inquiets pour leur fille, avaient plusieurs fois tenté de lui arranger un mariage, mais sans succès. Personne ne semblait vouloir épouser Lila. De son côté, Lila avait abandonné l'idée de changer. Elle adorait manger et ne voyait pas comment elle pourrait un jour perdre du poids. Le mariage lui semblait hors de portée, car elle pensait qu'un homme qui l'épouserait ne le ferait que pour son rang et non par amour. Pourtant, Lila rêvait d'être aimée pour ce qu'elle était. Malgré sa tristesse intérieure, elle trouvait un peu de réconfort dans la danse. Lila était une danseuse hors pair, et souvent elle s'isolait dans une petite cabane pour danser discrètement. Lors des festivités, elle cherchait toujours un endroit éloigné où elle pouvait entendre la musique et danser en paix, à l'abri des moqueries. À l'approche de la grande fête annuelle qui réunissait les 4 villages alentours, l'excitation était palpable. Certains villageois se préparaient en mettant leurs plus beaux habits, d'autres répétaient leurs danses et ajustaient leurs instruments, tandis que d'autres encore ne pensaient qu'au festin à venir. Mais Lila, elle, ne pensait qu'à la musique. Elle trouva un endroit isolé où les tambours et les flûtes résonnaient clairement. Un sourire radieux éclaira son visage, tandis qu'elle se laissait emporter par le rythme. Alors qu'elle dansait avec passion, elle perçut soudain le son d'un tambour, plus fort et plus distinct. Elle continua à danser, absorbée par ses mouvements, jusqu'à ce que la musique du festival s'arrête brusquement, laissant seul le son du tambour persistant. Surprenante, elle se retourna et aperçut un homme, tambour à la main, qui la regardait avec un large sourire. Il cessa de jouer et lui demanda doucement « Pourquoi t'es-tu arrêté de danser ?» Effrayée, Lila s'élança en courant, mais sa lourdeur l'empêcha de fuir rapidement. L'homme la rattrapa et lui dit « Laisse-moi tranquille. Va te moquer ailleurs, haleta-t-elle. L'homme la regarda, visiblement confus, ne comprenant pas pourquoi elle pensait être une source de ridicule. Je me suis perdu en chemin pour aller à la place du marché, expliqua-t-il. Puis je t'ai vu danser et j'ai voulu t'accompagner avec mon tambour. Lila observa alors de plus près ses vêtements et se rendit compte qu'ils n'étaient pas de sa communauté. Elle remercia l'homme pour avoir joué du tambour pour elle, puis lui indiqua la direction de la place du marché. Cependant, l'homme insista pour continuer à jouer pour elle. Avant même que Lila ne puisse répondre, il recommença à frapper sur son tambour, l'invitant à danser à nouveau. Voyant qu'il ne comptait pas s'arrêter, Lila commença à faire quelques petits mouvements de hanche, suivant le rythme de sa musique. Après tout, que risquait-elle? Cet homme était un étranger, quelqu'un qu'elle ne reverrait probablement jamais, et elle avait enfin l'opportunité de danser sans crainte. Après un long moment de danse, elle s'arrêta et avec un sourire dit « Merci, monsieur le batteur, je me suis vraiment amusée.
L'homme sourit à son tour. « Je m'appelle Hakim, pas monsieur le batteur. » répondit-il. Lila lui dit alors son nom et lui expliqua qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Hakim la supplia de revenir le lendemain, et après un moment d'hésitation, Lila accepta. Sur le chemin du retour, elle ne put s'empêcher de penser à lui. Pourquoi était-il si gentil avec elle? Et surtout, pourquoi voulait-il passer du temps avec elle? Il ne peut pas être attiré par moi, pensa-t-elle. Elle trouvait étrange qu'un homme aussi séduisant soit intéressé par sa compagnie. Toute la nuit, Lila ne cessa de repenser à leur rencontre, mais elle s'efforça de ne pas se laisser emporter par l'espoir. Le lendemain soir, elle se rendit au rendez-vous avec Hakim. Dès qu'il la vit, son visage s'illumina, et Lila ne put cacher son excitation non plus. Ils passèrent la soirée à discuter et à mieux se connaître, avant qu'Hakim ne se remette à jouer du tambour pour elle. Et Lila dansa à nouveau, plus librement que jamais. Les jours devinrent des semaines, et ils continuèrent de se retrouver, se créant des moments inoubliables. Un jour, Hakim avoua finalement à Lila qu'il avait des sentiments pour elle. Bien qu'elle s'en doutât déjà, Lila hésitait à se faire des idées. Mais lorsque les mots sortirent de sa bouche, elle se sentit submergée de bonheur, car elle partageait les mêmes sentiments. « Je viendrai avec mes proches lors du prochain marché pour rencontrer tes parents, » déclara Hakim. Le moment tant attendu approchait. Lila annonça avec joie à ses parents qu'un homme d'un village voisin viendrait demander sa main. Le roi Sandor et la reine étaient fous de joie. Ils n'auraient jamais imaginé un tel bonheur pour leur fille aînée. Malheureusement, le destin en décida autrement. Une semaine avant la visite d'Hakim et sa famille, une épidémie s'abattit sur les 4 villages et leurs alentours. Les autorités ordonnèrent la fermeture des frontières pour limiter la propagation de la maladie, et chaque famille fut priée de rester chez elle. Lila fut dévastée à l'idée de ne plus pouvoir voir Hakim tous les jours. Pire encore, peu après la mise en quarantaine, Lila contracta la maladie. Pendant plus de 3 mois, elle se battit pour rester en vie. La maladie avait gravement affecté son appétit, et elle avait du mal à manger ne serait-ce qu'une demi-assiette par jour. Finalement, un guérisseur découvrit un remède, et petit à petit, les villageois commencèrent à guérir. Lorsque Lila fut complètement rétablie, elle fit une découverte surprenante. Elle avait perdu énormément de poids. Elle était désormais aussi fine que ses sœurs, quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. Son visage était plus sculpté, et sa beauté éclatante ne passait plus inaperçue. Partout où elle allait, les hommes la regardaient avec admiration, et même ceux qui ne lui avaient jamais prêté attention auparavant cherchaient maintenant à la courtiser. Lila se sentit soudainement sur un piédestal. Elle se croyait désormais au-dessus des autres, plus puissante. Lorsque les frontières furent enfin rouvertes, elle se dirigea vers le lieu de rencontre habituel, où elle savait qu'Hakim l'attendrait. Lorsqu'il la vit, il eut du mal à la reconnaître. « Wow, ma princesse, ton sourire m'a tellement manqué » s'exclama-t-il. Mais Lila lui tourna le dos, l'ignorant délibérément. Elle se sentait désormais bien trop importante pour lui accorder son attention. Hakim pensait que Lila agissait de manière distante uniquement parce qu'il lui avait manqué. Alors, avec son enthousiasme habituel, il commença à jouer du tambour pour qu'elle danse, espérant recréer leur moment partagé. Mais Lila, irritée, lui cria dessus. « Arrête ce vacarme, monsieur le batteur. Je ne suis plus intéressée par ta musique. Je suis venue ici pour te dire que je ne veux plus t'épouser. » Hakim fut déconcerté par ce brusque changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais fréquenté une princesse avant. C'est pour ça que tu souris comme un simple d'esprit. » lança-t-elle avec dédain, avant de tourner les talons et de le quitter, lui interdisant de jamais la recontacter, sous prétexte qu'il ne jouait pas dans la même cour. Les semaines passèrent, et Hakim tenta à plusieurs reprises de la joindre, envoyant des messagers pour essayer de la faire changer d'avis. Mais Lila les ignora tous. À la place, elle se délectait de l'attention des nombreux hommes qui désormais se pressaient à ses pieds, désireux de gagner son cœur. Un jour, une idée lui vint. Elle décida d'organiser une compétition de lutte pour les célibataires éligibles du village, et celui qui l'emporterait serait couronné son futur époux. L'événement fut annoncé en grande pompe,
attirant des participants de plusieurs villages. Des hommes de toutes classes s'inscrivirent pour conquérir le cœur de Lila, la fille du grand roi Sandor. Le roi invita même des membres de la royauté et des familles influentes à assister à l'événement. Pendant ce temps, Lila décida de rester recluse pendant 4 mois pour recevoir les meilleurs soins de beauté, convaincue qu'elle allait éblouir tous ses prétendants. Ce qu'elle ignorait, c'est que la perte de poids due à sa maladie n'était pas permanente. Ses anciennes habitudes alimentaires reprirent le dessus, et jour après jour, son poids augmenta de nouveau. Au bout des 4 mois, Lila se retrouva avec le même physique qu'avant la maladie. Désespérée et honteuse, elle tenta d'annuler la compétition, mais son père s'y opposa fermement. « Je suis sûre que tu trouveras un prétendant, peu importe ta situation actuelle, » lui dit-il avec assurance. Le jour du grand événement arriva. La place du village était bondée. Guerriers, agriculteurs, commerçants et hommes célibataires s'étaient rassemblés, prêts à impressionner Lila. Mais lorsqu'elle fit son apparition pour saluer les participants, tous furent stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à voir la Lila qu'ils avaient sous les yeux. Et un par un, les hommes commencèrent à quitter la place, déçus. Lila, terriblement embarrassée, sentait les larmes monter. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, elle aperçut une silhouette familière au loin. C'était Hakim. Mais il n'était plus vêtu de ses habits modestes. Non, était habillé comme un prince, rayonnant de dignité. Le regard de Lila se fixa sur lui, surprise. Ils échangèrent un long regard, mais une voix interrompit le moment. « Mon prince, votre père est prêt à partir. » Lila réalisa alors qu'Hakim était lui-même un prince, membre de la royauté d'un des villages voisins. En raison de son amour pour la musique, il se déguisait toujours lors des festivités, souhaitant être traité comme n'importe qui, sans privilège dû à son rang. Alors qu'Hakim lui tournait le dos et s'éloignait, Lila comprit qu'elle venait de perdre un homme bon, un homme qu'il avait aimé pour ce qu'elle était, malgré ses défauts. C'était trop tard, elle ne retrouverait jamais un amour aussi pur. Finalement, elle finit par devenir la 10e épouse d'un vieux chef, un mariage sans amour ni passion. La morale de cette histoire est simple. Ne négligez jamais ceux qui vous ont soutenu quand vous traversiez des moments difficiles. Ces personnes sont rares, et si vous les traitez injustement, vous risquez de les perdre pour toujours. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez retenu, et n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos proches. À la prochaine, au revoir. Par une nuit sombre de samedi, dans le royaume d'Eldara, 2 enfants sont venus au monde. 2 filles magnifiques, nées dans la famille de l'héros et Kalaorun. Leur père, un riche négociant en pierres précieuses, faisait du commerce dans de nombreux royaumes. Il choisit pour les nouveau-nés les prénoms de Naya et Sira. En grandissant, une nette différence physique se manifesta entre les deux, bien qu'elles partageaient les mêmes repas, toujours à la même heure. Cependant, Naya, l'une des jumelles, restait très mince, élancée et maigre, tandis que Sira avait une silhouette plus robuste. En grandissant, Naya devint la cible des moqueries de tout le village à cause de son apparence frêle. On lui attribuait des surnoms cruels tels que squelette ou Phila, qui signifie poisson maigre, et souvent, elle rentrait chez elle en pleurant. Ses parents essayaient toujours de la consoler du mieux qu'ils pouvaient. Même Sira, sa sœur jumelle, lui apportait des paroles réconfortantes. Mais malgré cela, personne ne voulait vraiment être l'ami de Naya. Les différents groupes sociaux du village, les Dala, la rejetaient tous, et ceux qui l'acceptaient se moquaient constamment de son rire particulier, à tel point qu'elle finit par ne plus participer à leurs réunions. Sira, quant à elle, avait beaucoup d'amis et faisait partie de plusieurs cercles sociaux. La seule chose qui permettait à Naya de garder un peu de joie dans tout ce tumulte, c'était son talent exceptionnel pour la cuisine. Elle était tellement douée que chaque repas qu'elle préparait devenait un vrai festin, et sa famille terminait toujours en léchant leurs assiettes. Les moments autour de la table étaient une bouffée d'air pour elle, une échappatoire à la cruauté du monde extérieur. Mais chaque fois qu'elle quittait la maison, les villageois n'hésitaient pas à la railler. Ils aimaient particulièrement se moquer d'elle quand elle allait au marché avec sa sœur. Les regards, les murmures, les comparaisons ne manquèrent pas. Un jour, alors que les jumelles se rendaient au marché pour acheter des provisions, un marchand de poissons s'exclama en riant « Sira,
Pourquoi as-tu aspiré la vie de Naya ?» Tout le monde se mit à rire bruyamment. « Attention au vent demain, Naya, sinon tu risques de t'envoler !» Zreniya lança un autre. Naya, terriblement blessée, ne parvint même pas à dire un mot. « Vous devriez tous avoir honte !» s'écria Sira avec une colère sourde, en réponse aux moqueries incessantes des villageois. « La plupart d'entre vous avaient des enfants, et si ce n'est pas le cas, c'est sûrement parce que vous êtes trop amers pour en avoir. Mais vous avez certainement des frères et sœurs. Pourtant, vous vous comportez comme des idiots. » Naya se sentit submergée de gratitude envers sa sœur jumelle, émue par cette défense acharnée. Sira n'avait jamais hésité à la soutenir face à ces cruels tyrans, jusqu'au jour où son petit ami, un certain Kiran, est venu lui rendre visite. Kiran, fils d'un célèbre producteur de café, était en relation avec Sira depuis 2 ans. Ce jour-là, il lui annonça qu'il ne pouvait plus se marier, car sa famille s'opposait à leur union. « Pourquoi ? Je ne suis pas assez bien pour toi ?» demanda Sira, les larmes aux yeux. « Tu sais bien que tu es parfaite, » répondit Kiran d'une voix triste. « Mais mes parents ont peur que le gène maigre de ta sœur apparaisse chez nos enfants si nous nous marions. » Sira ne pouvait en croire ses oreilles. L'idée que sa sœur ait pu être un obstacle à son bonheur la rendait furieuse. Rapidement, les échos de cette séparation se répandirent dans le village, et Sira fut exclue de plusieurs groupes sociaux à cause de sa défense constante de Naya, sa sœur jugée trop frêle. Le ressentiment grandissait en elle. Elle finit par accuser Naya de tous ses malheurs, décidée à la rendre responsable de son chagrin. Un jour, Naya prépara comme d'habitude un délicieux repas pour la famille, mais Sira, folle de rage, entra en douce dans la cuisine et versa du sable dans la marmite. Lorsque Naya découvrit cela, elle était désemparée. « Pourquoi as-tu fait ça ?» cria-t-elle. « Ferme-la, sorcière maigre !» répliqua Sira avec mépris. La semaine suivante, alors que Naya avait laissé un seau d'eau dans la salle de bain avant de se préparer pour son bain, Sira y versa un produit irritant. Sans se douter de quoi que ce soit, Naya revint se laver, et peu après, son corps tout entier commença à la démanger violemment. Elle se grattait frénétiquement, poussant des cris de douleur. Ses parents durent lui frotter le corps avec de l'huile de palme pour apaiser ses démangeaisons. Pendant ce temps, Sira riait dans son coin, et Naya comprit que sa propre sœur était derrière cette cruauté. Au lieu de défendre Naya, comme autrefois, Sira s'était transformée en bourreau. Chaque fois qu'elles allaient au marché, Sira profitait de l'occasion pour humilier publiquement sa sœur, criant des insultes comme « squelette maigre » devant les villageois. La douleur de Naya était immense, et elle pleurait jour et nuit. Leurs parents, désespérés, grondèrent Sira, tentant de la raisonner. « C'est ta sœur jumelle. Je ne t'ai pas élevée pour agir ainsi », répétait souvent leur mère. Mais rien n'y faisait. Sira ne ressentait aucun remords et continuait de mépriser Naya. « C'est elle qui a ruiné ma vie. Kiran m'a quittée à cause de ce sac d'os », hurla-t-elle un jour, dévorée par la colère. En entendant cela, leur père, fou de rage, gifla Sira si fort que le son résonna dans toute la maison. Chaque jour était un nouvel enfer pour Naya, victime des moqueries incessantes de sa sœur Sira et des villageois. Cependant, un événement majeur se profilait à l'horizon. Le royaume de Veridia et ses 2 voisins, Selan et Borak, se préparaient pour le concours de la belle épouse, un événement qui n'avait lieu qu'une fois tous les 10 ans. Pour cette compétition, chaque royaume devait désigner 3 jeunes femmes parmi les plus talentueuses, compétitives et belles pour les représenter. Les villageois de Veridia commencèrent à évoquer les noms de celles qu'ils souhaitèrent voir représenter leur royaume. À la surprise de beaucoup, certains lancèrent même en riant le nom de Naya. « Nous allons proposer une squelettique pour représenter l'humanité », plaisanta l'un d'eux, déclenchant une nouvelle vague de rires moqueurs. Cette année, le concours se tiendrait dans un autre royaume, car Veridia avait accueilli la dernière édition. Un après-midi, alors que Naya allait chercher de l'eau au ruisseau, elle croisa un homme nommé Taro. Taro était l'un des organisateurs du concours de la belle épouse dans le royaume qui accueillait cette année. Naya, ignorante de son statut, fut surprise par l'expression d'admiration sur son visage. « Quelle beauté !» s'exclama-t-il. « Vous avez une silhouette rare que beaucoup envieraient. » Naya, perplexe face à ces mots, se demanda si c'était une plaisanterie, mais Taro avait l'air sincèrement fasciné. Il lui expliqua qu'il était là pour recueillir les noms des jeunes filles qui représenteraient Veridia lors de la compétition à venir. « Je suis certain que votre nom sera sur la liste, car vous semblez tout à fait apte à concourir, ajouta-t-il avec enthousiasme. Ces paroles laissèrent Naya sous le choc.
Jamais elle n'avait imaginé qu'elle pourrait être considérée pour quelque chose d'aussi prestigieux. Ce moment marqua un tournant dans sa vie, l'invitant à rêver au-delà des moqueries et des humiliations qu'elle avait subies. Taro, plein de confiance, assura Naya qu'elle avait toutes ses chances. Mais elle lui expliqua que cela ne serait jamais possible, car tout le monde dans le village la méprisait et ne penserait même pas à la recommander pour une telle compétition. En dehors de mes parents, c'est la première fois que quelqu'un fait l'éloge de ma silhouette. Tout le monde m'appelle squelette et d'autres noms encore plus cruels. Taro, choquée par ces mots, la persuada de bien s'habiller et de venir au concours, même si elle ne participait pas. Naya hésita d'abord, mais finit par accepter de se présenter le jour de l'événement. Les royaumes de Veridia et Seland se rendirent au palais du royaume d'Oust, Borak, où le concours allait avoir lieu. Les jumeaux et leurs parents étaient également présents, tous radieux et élégants. Après que les 3 candidates de chaque royaume furent désignées, les organisateurs annoncèrent qu'il y aurait une candidate supplémentaire, choisie par le roi hôte lui-même. Ce privilège permettait au roi d'ajouter une jeune fille parmi les concurrentes. Tout le monde était impatient de découvrir le nom de cette heureuse élue. Lorsque les organisateurs annoncèrent que Naya avait été choisie pour rejoindre les autres candidates, elle fut abasourdie. Les villageois étaient également confus, choqués et pour certains, envieux. Même Syrah, sa sœur jumelle, ne pouvait cacher sa colère. « À quoi bon une maigre comme elle dans ce concours ?» murmura-t-elle pour elle-même irritée. Mais rien ne pouvait stopper le processus. Les parents de Naya étaient remplis de fierté pour leur fille et applaudirent avec enthousiasme, l'encourageant. Naya, toujours sous le choc, hésita un instant à s'avancer sur la scène. Le regard des villageois pesait lourd sur ses épaules, mais en entendant les encouragements de sa famille, elle trouva finalement la force de se présenter. Mais l'encouragement de ses parents la galvanisa, et Naya avança avec assurance, majestueuse et élégante. Elle était vêtue avec un soin particulier, et alors qu'elle rejoignait les 9 autres candidates, le concours débuta. La première épreuve était un concours de cuisine, où chacune des jeunes filles devait préparer un plat traditionnel. Naya, déjà experte en la matière, s'y lança avec enthousiasme. Pour elle, cuisiner était un jeu d'enfant. Les juges goûtèrent les plats des 10 candidates et, à la surprise générale, Naya fut annoncée parmi les 5 gagnantes qui passeraient à l'étape suivante. Nul besoin de dire que sa réputation de cuisinière avait porté ses fruits. La deuxième épreuve consistait à dénicher un trésor caché dans la forêt. La première jeune fille à revenir avec le trésor serait couronnée reine des 3 royaumes. Mais il y avait un défi. Les 5 finalistes devaient traverser une rivière à la nage pour atteindre la forêt. Beaucoup de participantes n'étaient pas de très bonnes nageuses, mais Naya, légère et rapide, s'élança dans l'eau. Elle atteignit la forêt et commença à chercher le trésor. Après 15 minutes de recherche intense, elle aperçut une autre candidate, une jeune fille nommée Jibike, qui avait terminé de nager et s'était mise à chercher elle aussi. Soudain, Naya aperçut un éclat bleu dans les buissons. « Ça doit être lui !» s'exclama-t-elle, oubliant l'aspect compétitif de la situation. Jibike, ayant entendu l'exclamation, se rua vers elle. Une course effrénée débuta, mais alors que Naya tentait de se précipiter, ses vêtements accrochèrent une branche, la faisant tomber au sol. Jibike atteignit le trésor en premier, mais ce que Naya vit ensuite l'étonna. D'autres trésors bleus scintillaient dans les fourrés. Cela lui fit réaliser que ces objets n'étaient que des distractions par rapport au véritable trésor qu'elle cherchait. Elle se releva, prête à avertir Jibike, mais se ravisa, se remémorant ses erreurs passées. « Jibike » appela-t-elle, mais décida finalement de garder cette découverte pour elle. Jibike, de son côté, s'empressa de retourner à la rivière avec ce qu'elle croyait être le trésor. Elle annonça aux autres candidates qu'elle avait gagné, et ensemble, elles nagèrent vers le royaume, persuadées d'avoir remporté la compétition. Naya, toujours dans la forêt, aperçut alors un éclat doré scintillant au sommet d'un arbre. Convaincue que c'était le vrai trésor, elle grimpa aisément grâce à sa stature élancée et attrapa la boîte dorée. En l'ouvrant, elle découvrit plusieurs trésors colorés, bien plus fascinants que les simples objets bleus qu'elle avait vus plus tôt. Naya referma la boîte et se dirigea vers le palais. À son arrivée, tous les regards se posèrent sur elle. Elle avait l'air épuisée, portant la lourde boîte au trésor. Elle rejoignit rapidement les autres candidates, dont Jibike,
qui la fixait avec une jalousie manifeste. Les organisateurs révélèrent le dessin du trésor que les jeunes filles étaient censées rapporter, à la grande surprise des villageois de Viridia. Naya avait en effet ramené le trésor exact. Elle fut couronnée, célébrée et proclamée reine des 3 royaumes. En plus de cela, elle reçut de nombreux présents, de l'or, des vêtements somptueux et une maison de son choix. Les villageois, choqués, commencèrent à feindre l'affection pour Naya, s'excusant pour le traitement qu'ils lui avaient réservé. Ses parents étaient débordants de joie, tandis que Syrah, sa sœur jumelle, se sentait accablée de honte. Elle ne savait pas quoi dire en rentrant chez elle. Naya se souvenait de toutes les moqueries que Syrah avait subies, mais elle s'était promis de ne jamais laisser cela les séparer. « Pourquoi veux-tu partir, Syrah ?» demanda-t-elle, larmes aux yeux. « Je suis vraiment désolée de t'avoir traitée ainsi. Tu es ma sœur, mais je t'ai traitée comme une étrangère. J'ai préféré plaire aux autres plutôt qu'à toi. » Syrah éclata en sanglots. Cette honte est trop lourde à porter. Naya s'approcha et dit avec douceur : « Je ne pourrai jamais te détester. Nous sommes nés le même jour dans le ventre de notre mère. Je t'aime, peu importe ce qui s'est passé, et je te pardonne. » Les 2 sœurs jumelles s'enlacèrent, se promettant de toujours se soutenir. Elles vécurent heureuses, apprenant ensemble que l'acceptation de soi et des autres est essentielle. Les leçons tirées de cette histoire sont multiples, mais l'une des plus importantes est que chacun doit s'accepter tel qu'il est. Peu importe la situation, il y a toujours une beauté à être unique. Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Ne laissez pas les moqueries ou l'humiliation des autres vous abattre, car vous êtes seul maître de votre destin. Alors, d'où écoutez-vous cette histoire inspirante ? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt au sommet.